Maintenant, nous allons donner la parole à Sophie Hérault, qui est directrice de recherche au CEA, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Elle s'est spécialisée dans les études des contaminants et du transfert de ces contaminants éléments traces dans l'environnement. Et elle va donc nous parler du traçage des plombs de Notre-Dame de Paris et par une méthode analytique que certains chimistes connaissent bien, c'est-à-dire la signature isotopique. Merci. Oui. Donc là, maintenant, nous allons parler de tracer le plomb émis par les poussières de l'incendie de Notre-Dame. Il y a énormément de plomb dans Notre-Dame qui ont chacun leur origine. Donc Maxime vient de nous parler de ces agrafes, par exemple, de fer, hein, qui sont scellées avec du plomb. Il y a du plomb, évidemment, dans les armatures de vitraux. Il y a du plomb dans les peintures, on l'a vu également tout à l'heure. Il y a beaucoup de sources de plomb dans Notre-Dame. Et là, vraiment, nous allons essayer d'identifier, à travers la signature isotopique et élémentaire de ces poussières émises par l'incendie, d'identifier précisément le plomb émis lors de l'incendie. Donc le plomb, j'ai essayé de ne pas me tromper de bouton, voilà, le plomb à Notre-Dame, donc c'est une longue histoire, hein, beaucoup de plomb, une première toiture une première couverture en plomb qui est mise en place vers 1825, selon mes registres, mais peut-être je peux faire une erreur de quelques années. Alexa parlait de 1215, mais bon, c'est à peu près ces zones-là. Et puis ensuite, de nombreuses réfections, réparations et deux grandes périodes de réfection. 1526, la grande réfection de la toiture par le cardinal de Noailles, et puis la période de la réfection des grands travaux de Viollet-le-Duc. Donc en 2019, l'échafaudage qui a été monté était en grande partie destiné à rénover cette toiture, entre autres. Beaucoup de travaux étaient prévus. Et très peu de temps après la fin du montage, si je me souviens bien, donc la cathédrale a brûlé. Enfin, en tout cas, la toiture, la charpente. C'est pas si facile que ça de savoir quel est le plomb émis par Notre-Dame, puisqu'il ne suffit pas qu'il y ait du plomb quelque part dans Paris pour l'attribuer à Notre-Dame, puisqu'en fait, il y a énormément de sources de plomb dans Paris même. C'est lié de toute façon à toutes les communautés urbaines dans le monde entier ont cette particularité d'être souvent très, très enrichies en plomb. L'une des sources principales de ce plomb, ce sont les additifs aux essences, les additifs plombés pour les essences qui ont été utilisés en tout cas en France à partir de 1920, mais c'est assez anecdotique, mais massivement entre 1970 et 2000. Et dont on trouve encore largement les traces dans une ville comme Paris, et puis tous les usages qui correspondent à la décoration des villes, les sculptures et les fontaines. Mais pour Paris, il y a vraiment une particularité, c'est lors de l'époque haussmannienne, hein, sous Napoléon III, quand on a voulu retracer, ouvrir des grandes perspectives dans Paris, on a ouvert des avenues, on a construit des immeubles qui s'élevaient vers le ciel. Et de par leur construction, ces immeubles contiennent dans leur peinture, dans les éléments d'étanchéité de toit, d'étanchéité de balcon, beaucoup de plomb. Et la dernière source est une particularité aussi haussmannienne, enfin c'est plutôt Belgrand d'ailleurs, qui a mis en place un système d'adduction d'eau potable. Ah oui, pardon, j'ai oublié d'enlever mon masque, merci. C'est tellement plus agréable. C'est l'habitude. Oui, ça fait 2 ans qu'on ne le quitte plus, il est presque greffé. Il y avait eu une grande épidémie de choléra dans Paris très peu de temps avant, en 1832 je crois, et donc il devenait vraiment indispensable d'assainir Paris, et le système d'adduction en eau potable et d'évacuation des eaux usées a été fabriqué en partie en plomb, en partie en fonte. Donc beaucoup de plomb dans Paris.
Il faut donc avoir un travail de chimiste pour aller identifier la signature isotopique élémentaire des poussières qui contiennent du plomb, qui ont été émises lors de l'incendie pour pouvoir savoir si cet incendie a contribué à la contamination en plomb de Paris. Alors pour cela, on va utiliser la signature isotopique du plomb. Donc on va utiliser les rapports entre 4 isotopes stables du plomb, qui sont le 206, le 207, le 208 et le 204. Alors ils sont tous les 4 stables, mais un seul était là au tout début de l'histoire de l'univers, c'est le plomb 204, qui maintenant ne représente plus que 1,4% du plomb total qui existe sur Terre. Les 3 autres isotopes représentent la majeure partie du plomb sur Terre, et en fait, s'ils sont stables, c'est-à-dire non radioactifs, ils sont radiogéniques, c'est-à-dire générés par la radioactivité, donc par ces isotopes de l'uranium 238, 235 et le thorium-232, par des chaînes de décroissance radioactive. Suivant l'âge de la mine et la composition de la roche qui encaisse ce filon plombifère, on va avoir des concentrations en uranium et en thorium qui vont être différentes suivant la roche, et suivant l'âge de la mine, la mise en place de ce filon, on va avoir des rapports, puisque ça c'est le temps de... Alors comment on dit, messieurs les professeurs, maintenant on dit période ou demi-vie radioactive? Demi-vie? Oui, demi-vie. Donc là, ça, ce sont des giga-années. Donc, suivant l'âge de mise en place de ce filon, on va avoir des rapports entre ces isotopes qui vont être légèrement différents. Et tout repose dans ce légèrement différent. Donc, vous voyez ici, ce sont 2 figures. Alors, ce sont les mêmes. C'est bien ici le rapport 206 sur 207 et le rapport ici 208 sur 206, c'est 2 isotopes du plomb, enfin 3 isotopes du plomb au total, pour différentes mines. Alors on a fait 2 graphiques pour pouvoir les différencier, sinon ça ferait des tas. Donc chaque mine a sa signature isotopique. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que l'Espagne, par exemple, qui au XIXe siècle, au moment de la construction du Paris haussmannien, mais au moment aussi de la dernière réfection de la toiture en plomb, de la couverture en plomb de Notre-Dame, c'est l'Espagne qui fournissait le plus de plomb frais à la France à cette époque-là. Eh bien, si vous prenez ces 3 mines espagnoles, vous voyez qu'elles ont des signatures isotopiques qui sont très différentes. Donc on peut, en couplant à la fois des données économiques sur l'importation de plomb frais, quand on a des gros chantiers comme ça, on peut penser que même si le recyclage existait et qu'il était déjà très important, on peut penser qu'il y a eu besoin d'importer du plomb frais. En couplant les données économiques et les données isotopiques, dater, donner une signature isotopique aux différents plombs qui ont été utilisés dans Notre-Dame depuis sa construction au Moyen-Âge jusqu'à la dernière réflexion, et puis il y a eu pas mal de travaux après. Donc le fait de connaître ces signatures isotopiques nous permet d'identifier les sources principales de plomb dans Paris. Donc je vous ai parlé de l'essence. Donc en France, on utilisait des additifs en plomb qui étaient produits par la même entreprise, toujours au même endroit. Donc à partir de ces archives, on peut reconstituer quel minerai avait été utilisé, quelle source de plomb métal avait été utilisée pour ces additifs, et en déterminer la signature, ce qui est confirmé dans les échantillons environnementaux. Une signature très très spécifique, extrêmement différente de celle du plomb naturel. Dans le bassin de la Seine, il y a un peu de plomb, mais il y en a, donc il a une signature naturelle. Ici, ce sont les rapports 206 sur 207. La signature du plomb qui est inhérent à l'infrastructure de la ville de Paris, que l'on va retrouver dans les déchets urbains, que ce soit notamment les eaux usées, et puis un plomb, une signature 1.155 pour le rapport 206 sur 207 que nous avons baptisé de plomb urbain, qui correspond à ce qu'on retrouve très couramment dans une poussière de Paris. Donc, comme plusieurs objets peuvent avoir des signatures isotopiques un petit peu proches, pour pouvoir encore mieux les discriminer, on va ajouter
à ces signatures isotopiques, les signatures élémentaires, et donc doser dans ces poussières l'ensemble le maximum de concentration de métaux, de métalloïdes, mais aussi d'éléments majeurs et autres traces. On va donc reconstituer l'empreinte des poussières émises par Notre-Dame par ces rapports isotopiques et ces rapports élémentaires, et ensuite donc dans ces poussières émises par le panache là, que l'on voit ici, là, qui part sur la Seine. Ensuite, on va comparer l'empreinte de ces poussières avec celle des éléments de plomb des matériaux de construction, donc que ce soit des éléments de toiture, alors ici des agrafes, enfin les scellements des agrafes plus exactement, et puis avec des échantillons qui représentent les sources anthropiques, les sources anthropiques principales, le trafic routier et le bâti parisien. Donc le bâti, ce sont tous les bâtiments avec les toitures, enfin, les éléments singuliers des toitures. Une toiture en zinc ou en ardoise possède pas mal d'éléments de plomb, les peintures à la céruse ou les peintures anti-rouille sur les balcons, aluminium, les tuyauteries, etc. Alors c'est le LRMH, en particulier Aurélia Azéma et Delphine Civilet, qui ont, entre juin 2019 et janvier 2020, récolté 19 poussières localisées, vous le voyez ici sur le plan, localisées à différents endroits de Notre-Dame, si possible pas trop près de la zone de chute de la flèche. La forme des points détermine le niveau d'échantillonnage. Donc au niveau du sol, c'est carré. Au niveau des tribunes, c'est rond. Et au niveau des voûtes, c'est un autre, voilà, un hexagone. Voilà quelques photos pour représenter pour représenter les différents supports. Hein, donc, les règles de l'art en matière de chimie environnementale précisent qu'on ne doit échantillonner des poussières que sur des supports extrêmement bien nettoyés, prévus à cet effet, totalement inertes, pas contaminants, etc. Dans Notre-Dame, nous n'avions pas pensé à faire ce travail-là avant. Donc, nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir récupérer ces 19 prélèvements, mais qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont été prélevés sur des endroits qui n'étaient pas forcément non contaminants. C'est le cas, par exemple, de poussières récupérées sur des métaux, hein, les métaux des objets métalliques qui peuvent apporter une contamination à nos poussières, et puis des poussières qui peuvent contenir aussi non seulement les poussières émises par l'incendie, mais des poussières qui étaient déjà là avant l'incendie. Parce qu'on imagine bien que sur ce tissu, par exemple, qui avait été mis en place bien avant l'incendie sur une sculpture, il avait pu se déposer un peu ou beaucoup de poussière avant l'incendie. Donc ce qu'on a récupéré, c'est la poussière de l'incendie et puis sans doute autre chose. Et puis on a ici du plomb fondu très oxydé déposé sur une pierre, je crois que c'est un mur d'extrados, et là des échantillons qui ont été récupérés sur des supports en bois, et notamment ici sur le banc de l'organiste, et l'organiste jouait le soir de l'incendie. Donc on peut penser que cet échantillon-là, en tout cas, le bois étant un support inerte, ne contenant pas de métaux, et en plus nettoyé avec soin par l'organiste, est donc un échantillon de choix, puisqu'il n'est probablement pas contaminé par des poussières antérieures. Ensuite, une observation à la loupe binoculaire de ces poussières nous permet de remarquer qu'on a souvent des fractions qui contiennent effectivement des poussières, ici avec un petit morceau de bois. Et puis on a quelques échantillons qui contiennent des pelotes comme ça, qui sont des fibres tout emmêlées les unes entre les autres. Et on a vu des jolies photos aussi avec des fibres, donc vous les reconnaîtrez ici. Donc c'est sur 4 échantillons, nous avons pu séparer la poussière de ces pelotes de fibres contenant des poussières. La phase de chimie en laboratoire, elle consiste à décomposer l'échantillon solide en une solution limpide. On utilise
des digesteurs. Ici, c'est un four micro-ondes et sous pression avec des solutions très acides. On utilise de l'acide chlorhydrique, fluorhydrique, nitrique et perchlorique concentré à chaud et sous pression, et on obtient une solution qu'on va pouvoir injecter dans un spectromètre de masse, ici à couplage inductif. Et ce spectromètre de masse, avec des réglages différents, va pouvoir nous donner les analyses élémentaires sur 30 ou 40 éléments et les rapports isotopiques du plomb dans nos échantillons. Une image pour quelques éléments de la concentration exprimée en milligrammes par gramme pour l'argent, l'antimoine, le cadmium, le bismuth, l'étain, le cuivre, en fonction de la concentration en plomb exprimée en grammes par kilo. Donc on a vraiment des échantillons qui contiennent des quantités extrêmement importantes de plomb, c'est normal. Et ce qu'on voit ici, enfin, la couleur des points symbolise le type de support. Donc les points marrons sont pris sur du bois. Le point rose est une peinture, est un échantillon de peinture qu'on a trouvé dans un échantillon et d'un échantillon de poussière et qu'on a séparé et analysé séparément. Ce n'était pas une étude qui était dévouée à étudier la peinture, mais il se trouve qu'on est tombé sur un échantillon, donc on l'a séparé. La forme du point, donc rond, carré ou hexagonal, détermine le niveau d'échantillonnage, et le tour du point, la couleur du tour du point, si c'est noir, c'est que c'est juste de la poussière, et si c'est rouge, ça veut dire que c'est une pelote de fibres. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a nos échantillons donc pris sur support en bois qui sont très homogènes en termes de concentration, donc c'est le cas pour tous les éléments étudiés. Ils ne vont pas se balader sur l'ensemble du graphique. Ce sont des échantillons qui sont typiquement plus attractifs pour ce type de détermination parce qu'on peut constater qu'ils ne sont pas contaminés par le support, ce qui est normal puisque le bois contient des faibles concentrations en métaux, voire aucune. À partir de ces concentrations, on va pouvoir tracer des droites de corrélation qui vont nous permettre de produire des rapports entre éléments, des rapports élémentaires qui vont être typiques des poussières de Notre-Dame. Donc, ils vont pouvoir donner un premier indice, une première empreinte, une partie de l'empreinte des poussières émises par l'incendie de Notre-Dame. Et puis la deuxième partie de l'empreinte, elle est produite par les rapports isotopiques de plomb. Donc ici, vous avez tous les échantillons. On les a mis sur une échelle qui est très très dilatée. Donc c'est le rapport entre l'isotope 206 sur 207 en fonction des isotopes, du rapport entre les isotopes 208 sur 206. C'est la même figure que celle pour les mines tout à l'heure. Mais les échelles ici sont très élargies pour qu'on puisse faire la différence, parce que sinon tout serait tassé les uns sur les autres. Donc on retrouve nos échantillons de bois ici, et puis ce qui paraît loin, par exemple ici la peinture qui se distingue vraiment très précisément du reste. Ici les échantillons en fibres, les échantillons de fibres semblent regroupés dans une zone qui semble être différente de celle du bois. Et effectivement, on a bien ici la signature isotopique de l'incendie, des poussières émises par l'incendie de Notre-Dame qui est située dans cette zone ici et qui est bien représentée par les échantillons prélevés à l'étage des tribunes et sur support en bois. Une autre représentation, c'est le rapport 206 sur 207 des isotopes du plomb en fonction de l'inverse de la concentration en plomb. Cette figure est très souvent utilisée en recherche environnementale puisque ça permet de dégager des pôles de mélange, c'est-à-dire que si le plomb de l'incendie était issu de multiples sources de plomb, on verrait ça s'étalerait sur une droite. Or, on voit qu'ils sont extrêmement bien groupés. C'est bien la signature isotopique du plomb de l'incendie qui est là. Et ce qu'on voit également, donc on a déterminé l'empreinte de l'incendie de Notre-Dame, et ce que l'on voit ici, c'est probablement la signature de l'ambiance de Notre-Dame avant l'incendie, puisqu'on voit ici les échantillons de fibres en particulier sont dans cette zone qui doit représenter un petit peu l'ambiance de Notre-Dame avant l'incendie.
une dernière diapo. Je vais essayer de passer suffisamment de temps pour qu'on puisse la comprendre. Elle est un petit peu chargée. Donc l'empreinte isotopique de l'incendie de Notre-Dame, nous avons voulu la resituer dans l'ensemble des sources de plomb que l'on connaît pour Paris, ainsi que pour des monuments, la Sainte-Chapelle et Chartres, qui ont été construits, qui sont dans la même zone géographique évidemment pour la Sainte-Chapelle, et qui ont été construites en même temps que Notre-Dame, qui sont donc contemporains. À ce moment-là, nous n'avions pas accès au plomb de Notre-Dame, donc nous avons eu recours à des plombs de monuments contemporains. Nous avons aussi situé sur ce graphique les signatures isotopiques de ce qui marque le plomb urbain, le plomb que l'on va trouver dans les eaux usées, les eaux usées parisiennes, ainsi que tout ce qui est incinérateur de déchets urbains, donc qui se trouve ici. Et là, on a en gris des poussières atmosphériques prises dans les rues de Paris en 2003-2004. Donc ce sont des choses assez anciennes, puisque en fait, avec l'arrêt total des additifs au plomb dans l'essence en 2000, la recherche sur le plomb, enfin en tout cas les analyses se sont un petit peu arrêtées, donc en fait on n'avait pas vraiment de référentiel récent, d'échantillons récents de plomb dans la ville. Par contre, ici, là, les triangles jaunes, ce sont des échantillons récents, puisque ce sont des miels qui ont été prélevés dans les ruchers parisiens. Donc c'est vraiment des ruchers qui sont à l'intérieur du périphérique, hein, c'est intramuros, hein, c'est un travail d'une équipe canadienne, donc prélevés dans les ruchers parisiens dans les mois qui ont suivi l'incendie. Donc on a les plombs de construction, ici le plomb urbain, et on voit que les miels dont la concentration en plomb a été attribuée à Notre-Dame, en fait isotopiquement se distinguent vraiment de la signature isotopique de l'incendie qui se trouve ici. Cette signature de l'incendie, elle va être vraiment très proche de la signature des sédiments de la Seine, un travail qu'on avait fait bien avant l'incendie de Notre-Dame. On va y retrouver aussi la croûte qu'on a récoltée sur le mur, sur la crête de fêtage, une croûte de plomb sur la crête de fêtage, donc la crête de fêtage qui est une œuvre de Viollet-le-Duc. Et cette signature de l'incendie, elle se situe entre les signatures isotopiques de deux mines espagnoles. Donc je vous ai dit l'Espagne, le plus grand fournisseur de plomb neuf en France au XIXe siècle, l'époque de la dernière réfection. Ici, Rio Tinto, qui est un site important de production de plomb, pas forcément avec du plomb qui vient de Rio Tinto d'ailleurs, et La Carolina, qui est dans le district de Linares, qui est une zone qui a produit énormément de plomb au XIXe. Donc, et vous voyez que les autres échantillons collectés dans Notre-Dame racontent une histoire différente, notamment cet échantillon ici, qui est l'échantillon de peinture et qui tend à ressembler à des plombs de construction moyenâgeux. Donc, vous voyez que si on n'avait pas fait ce travail de recherche, d'étude, pour essayer de démontrer quels sont les échantillons sur lesquels on peut vraiment bâtir la signature isotopique de Notre-Dame, on pouvait tomber ici ou là, un peu partout, et avec beaucoup de chance, en faisant la moyenne, peut-être arriver à quelque chose de plausible. Okay. En ce qui concerne les origines ici, c'est un travail très préliminaire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le seul plomb qui existait au début de l'univers, c'était le plomb 204. Donc, il est en très faible quantité. Il existe un mercure 204 qui donc, lors de l'analyse, se superpose au plomb 204. Donc, il y a un travail de chimie analytique qui doit être fait de façon beaucoup plus sophistiquée pour aller chercher ce plomb 204. C'est un travail qui est en cours, notamment au laboratoire Trace, sous
la direction de Sandrine Baron. Et c'est ça nous permettra vraiment d'atteindre peut-être l'origine du plomb qui a servi qui était dans cette toiture et qui a fondu, qui a été aérosolisé. Voilà, on me fait signe de finir. D'ailleurs, j'ai fini. Je remercie évidemment le chantier scientifique Notre-Dame, l'établissement public, tous les laboratoires qui accueillent ces recherches. Mes co-auteurs, en particulier Justine Briard, qui a produit une grande partie des résultats présentés ici, Maxime Lhéritier, Aurélie Azéma et Delphine Civilet, qui sont à l'origine des échantillons qui ont été utilisés dans cette étude, pas seulement des échantillons, mais en tout cas des échantillons. Donc, le général Georgelin disait que sans dons, il n'y aurait pas eu de restauration, mais sans échantillons, il n'y a pas de recherche. Donc, merci pour les échantillons. Et pour finir, donc ce travail, en fait, il est issu d'un travail qui dure depuis une vingtaine d'années sur les transferts de contaminants dans le bassin de la Seine et qui a permis d'avoir suffisamment de billes, pas de plomb, mais de billes ou de munitions, je ne sais pas comment on veut dire, pour être opérationnel assez rapidement sur ce travail sur Notre-Dame. Merci beaucoup. Merci, Madame Hérault. Très bon exposé, un travail analytique extrêmement précis. Nous avons...